Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Best, joueur de l'ASBH. On se retrouve bientôt évidemment sur All About Sport et pour me découvrir ou me redécouvrir avec grand plaisir. Et j'ai hâte de parler de moi. Allez, au plaisir. Bon bah salut, salut John, en tout cas très content d'échanger avec toi pour une nouvelle vidéo, pour découvrir un nouvel acteur du sport. Bon, en l'occurrence, toi tu es athlète professionnel, rugbyman depuis 15 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, comment vas-tu? Comment tu as vécu aussi cette période de confinement? Et aussi, quelle est l'actualité sportive? Est-ce que tu as attaqué, repris l'entraînement? Bah écoute, ça a été très long, c'est vrai, toute cette période. Après, je te cache pas qu'à mon âge, ça m'a fait du bien de me reposer et de récupérer de tous les chocs que j'avais pris de l'année dernière. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire un peu long. On a repris l'entraînement aux alentours de fin mai avec tout le protocole de reprise, d'abord par groupe, par petit groupe, après par moyen groupe et puis après en collectif. Nous, on a la chance de ne pas avoir de joueurs positifs, donc c'est vrai on peut avancer les phases une à une. Et voilà, et là, on a la série de matchs amicaux qui va commencer avant un championnat le 4 septembre. Donc finalement, c'est passé vite toute cette préparation. Et voilà, on va retrouver un peu ce qui fait l'essence de notre sport, c'est les contacts, le combat, tout ce qui est important et tout ce qui nous a manqué, mine de rien, depuis ces 6 longs mois voilà, qui commencent à faire beaucoup. Parce que j'imagine qu'en plus, dans un sport de combat, enfin, bon, tu as les déplacements, tu as l'effort physique, et puis tu as le contact aussi, tu as la relation de groupe. C'est aussi ça aussi qui a dû te manquer, c'est l'envers du rugby en fait. Ouais, ce qui a été dur, c'est vrai qu'on a été séparés. Après, comme je te disais, on a repris par petits groupes. Donc voilà, tu reprends, mais sans vraiment reprendre. Nous, ce qui fait la force de notre sport, c'est le collectif. Donc on a retrouvé ça il y a peu de temps, mais voilà, faut recréer un collectif parce qu'on a eu beaucoup de changements à l'intersaison là au club. Il y a eu pas mal de choses. On a fait un peu les gros titres de l'actu. Donc voilà, maintenant on va se concentrer sur le rugby. On va essayer de faire une très bonne saison parce on est attendu, mine de rien. Et voilà, et c'est ce qui nous manque, nous, ce rugby, cette émotion que peuvent procurer les matchs et les victoires en particulier, parce que tu n'es jamais très ému quand tu perds. Mais voilà, c'est surtout ces victoires-là qui nous font du bien. Et puis moi, ça sera ma dernière saison chez les professionnels. Donc voilà, j'ai envie d'en profiter à fond avant de me jeter dans ma deuxième vie de professionnel. Et écoute, là tu parles de ta deuxième vie de professionnelle, en tout cas, bon, ta vie, elle a commencé bien plus tôt quand tu es né déjà à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Je trouve, tu vois, pour moi, l'élément clé finalement d'un sportif, c'est aussi de voir comment ça a commencé, son enfance, etc. Parce que souvent, c'est là où on trouve beaucoup de réponses. Euh, Toi, en fait, ton parcours est assez particulier, puisque j'ai vu que au début, tu avais été donc, dans une classe CHAM, si je ne me trompe Ouais, pas. Est-ce que ouais. tu peux me parler de ça? Est-ce que, enfin, tu étais très jeune, certes, mais quelles étaient les raisons de ce choix à ce moment-là? Est-ce que tu t'en rappelles? En fait, on a donc pour le rugby est venu dans ma famille parce que mon papa jouait avec mon oncle à l'époque de ce qu'ils appelaient le groupe A, donc c'était dans les années 80, c'était l'équivalent de la première division actuelle, mais il y avait 40 clubs, donc c'était vraiment un autre format. Donc j'ai commencé le rugby très petit puisque mon papa jouait, mes cousins jouaient, donc c'est vrai que c'était la tradition familiale. Mon grand-père est dirigeant d'un club à côté de Perpignan, un club qui s'appelle Tuir depuis, je saurais dire depuis quand, je pense que ça fait pas loin de 60 ans. Donc voilà, le rugby était une tradition familiale et puis au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'avais envie de faire autre chose. Et comme tu le dis justement, je me suis retrouvé à un moment donné à avoir envie de faire autre chose, donc notamment de la musique. C'est pour ça qu'on avait ces classes CHAM, comme on disait, c'est-à-dire les classes horaires aménagées musique. Donc quand on était au collège, on avait des disponibilités pour aller pratiquer notre instrument au conservatoire de Romans. Donc voilà, j'ai toute une période où j'ai fait de la peinture, du dessin, de la musique, enfin voilà, plein de choses. C'est vrai que ça m'a ouvert un peu l'esprit. Et puis, je suis revenu au rugby un peu plus tard, quand j'avais fait le tour un petit peu de cette partie, on va dire, artistique de ma vie. Et est-ce que dans cette période-là, il y a un moment où tu dis, limite, il faut que je choisisse entre la musique et le rugby, ou est-ce que ça s'est fait naturellement, tu vois? Est-ce que tu as dû faire ce choix entre les deux? Non, puisque c'était. En fait, donc j'ai joué de 7 jusqu'à 14 ans à peu près. Donc il y a eu, voilà, il y a eu une ou deux, non, un petit peu moins, il y a eu 2 ou 3 années qui se sont chevauchées. Mais si tu veux, moi j'ai toujours été un enfant qui avait besoin de faire pas mal de choses. Donc ça m'allait bien de faire de la trompette. Alors
La difficulté quand tu pratiques un instrument, c'est qu'il faut beaucoup s'entraîner à la maison. Donc, moi, j'étais un petit peu flemmard de ce côté-là, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Quand j'étais au conservatoire, il nous disait qu'il fallait minimum jouer 1 heure par jour de son instrument. Donc, ça demande pas mal de temps. Plus les cours. C'est vrai que j'habitais un petit village qui était quand même à une vingtaine de kilomètres de Romans, donc il fallait prendre le bus pour rentrer. Donc, c'est vrai que les journées étaient assez chargées, mais je sais pas comment je me suis retrouvé à la trompette. Un jour, j'ai dit à mes parents, je veux faire de la trompette. Et puis c'est venu comme ça. Aujourd'hui, j'ai un petit peu abandonné ce côté-là, mais non, j'ai pas eu vraiment à faire de choix parce que j'avais besoin de faire plein de choses, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de me dépenser. Et les deux se sont plutôt bien emboîtés jusqu'à ce que je rentre au lycée. Et là, bah, les journées de cours étaient beaucoup plus compliquées. Donc petit à petit, j'ai abandonné la trompette et puis je me suis reconcentré sur le rugby. Et enfin, j'ai vu qu'après le lycée, même tu as fait un master, tu es allé jusqu'à un master 2, si je ne me trompe pas, donc économie du sport et tourisme. Ouais. Euh, parce que finalement, on est quand même lié encore au milieu du sport. Toi, tu as commencé après une carrière de rugbyman professionnel à 22 ans. Et Mhm. est-ce que ce master, tu l'as fait dans quelle optique? Est-ce que tu t'es dit, ben, je vais tenter de me lancer dans le rugby. Si entre guillemets ça marche pas, vu que je suis fan de ce milieu, j'ai envie de rebondir grâce à mon master dans le milieu Bah, en ou- fait, moi, j'ai toujours voulu être journaliste sportif, si tu veux. Quand j'ai eu mon bac en 2000, je voulais intégrer Sciences Po à Grenoble, sauf qu'à l'époque, ils prenaient en compte les notes du bac et j'avais été pas très bon. Disons que j'avais pas bien travaillé mon bac, donc j'avais une moyenne assez pitoyable. Donc, j'avais été recalé un peu de Sciences Po. Et du coup, j'étais parti en fac d'éco, donc j'ai fait 2 années en fac d'éco. Et puis l'économie, bon, j'avais envie de voir autre chose, donc je suis reparti à la fac de sport, comme beaucoup de sportifs. Et donc j'ai fait mes 4 années à la fac de sport. Et à la fin de ma 4e année, c'est là où je suis passé professionnel. Mais si tu veux, j'ai toujours dans cette idée de peut-être un jour travailler dans les médias, donc utiliser finalement mon réseau du sport pour intégrer les médias. Et finalement, quand j'ai terminé mon Master 2, c'est l'année où je me suis blessé l'épaule avec Grenoble, c'est-à-dire en saison 2014-2015. Et du coup, j'ai profité d'une saison blanche pour, on va dire, terminer mes études que j'avais pas vraiment terminées. Donc, c'est cette année-là que j'ai validé mon Master 2. Donc, c'était rigolo parce que j'avais déjà 31 ans et j'étais avec des étudiants qui avaient 22, 23 ans. Donc, c'était rigolo, mais au moins, j'ai pu valider. Et ma réflexion, c'était de me dire que le rugby, ça va pas durer toute la vie et qu'il faut que je m'assure mes arrières pour le jour où ça va s'arrêter. Alors, ça a duré plus longtemps que ce que j'imaginais. Mais aujourd'hui, je suis dans une vraie réflexion par rapport à ma reconversion. Et je regrette pas d'avoir essayé de pousser au plus loin mes études parce que ça me servira comme on disait tout à l'heure, pour ma deuxième vie qui va commencer, j'imagine, dans un an. Voilà. Et justement, pour parler de rugby, bah, mine de rien, tu as fait, bah, si je ne me trompe pas, 12 ans à Grenoble et là, c'était sur ta troisième année à Béziers. Tu vois, ce que je trouve beau dans ta carrière, c'est déjà une partie où, déjà, ça a duré longtemps, tu l'as dit, puisque 15 ans de carrière, c'est aussi pas donné à tout le monde, c'est une performance aussi. En même temps, quand on regarde un peu ton parcours, on se rend compte que bah, les clubs que tu as fait, bah, tu y es resté longtemps, 12 ans, là, tu entames ta troisième année à Béziers. Et en même temps, je suis obligé d'en parler, puisque l'histoire est tellement belle. Quand tu étais à Béziers, donc tu étais en Fédéral 1, tu passes en Pro D2, tu y restes 6 ans, enfin, Mhm. tu restes 6 ans en Pro D2 avant d'intégrer le top 14. Quel souvenir tu as de cette période qui est quand même magnifique? C'est une histoire qui est belle et qui n'arrive pas forcément dans le sport. Quelle image en fait te revient quand tu penses à ce moment-là? Mais ce qui est assez incroyable, c'est que, donc, comme je te disais, moi, j'ai pas fait de lycée rugby, j'ai pas fait de centre de formation. J'ai un parcours totalement exceptionnel au genre de, enfin, quand tu l'utilises au sens de l'exception, c'est-à-dire que Typique, ouais. voilà, atypique, quoi, exactement. C'est-à-dire que, voilà, j'étais pas dans les radars des meilleurs joueurs de ma génération. Et puis finalement, ma chance a été que Grenoble descende en Fédéral 1 avec quelques soucis financiers. Donc du coup, bah, il restait que 8 joueurs de l'équipe professionnelle de la saison d'avant et quelques espoirs dont je faisais partie, puisque j'avais fait une saison en espoir avec Grenoble, où on avait perdu en demi-finale, on avait fait quand même un beau parcours. Et du coup, ils ont dit, est-ce que vous voulez rester là? Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé ma carrière professionnelle. Donc voilà, signé mon premier contrat en Fédéral 1 et puis amener le club quelques années plus tard en top 14. Et c'est vrai que c'est une belle histoire, c'est un beau parcours complètement incroyable parce que il y a très peu de joueurs à qui ça arrive de jouer dans les 3 plus grandes divisions avec le même club. Et voilà, et je trouve que l'histoire elle est belle parce que moi j'étais pas prédestiné à être joueur professionnel. Et puis je me suis dit, bon allez, tant pis, je fonce, on verra combien de temps ça dure. Et puis voilà, prendre les choses comme elles arrivent, tout en ayant cette réflexion sur me dire, ça peut se terminer du jour au lendemain. Donc j'ai toujours une porte de sortie si jamais, malheureusement, je peux me blesser, on peut ne pas me garder, les choses peuvent ne pas fonctionner. Donc voilà, j'avais toujours cette réflexion ce qu'on parle aujourd'hui du double projet chez les sportifs.
c'est un mot très à la mode, mais disons que moi j'en ai conscience depuis assez longtemps. Et puis ta carrière aussi, elle a pris une nouvelle tournure quand tu as fait le choix aussi d'intégrer la sélection algérienne. Est-ce que tu peux me parler de ça? Comment ton choix s'est fait? Comment tu as vécu cette nouvelle expérience? Bah, c'était particulier parce que donc je savais qu'il y avait la sélection algérienne recherchait des joueurs. Ils avaient fait pas mal d'effets d'annonce en disant que voilà, ils voulaient participer officiellement à leur première compétition. Il faut savoir que ça fait une dizaine d'années qu'elle existe, cette sélection, mais elle a été reconnue officiellement que depuis 3 ans. Donc ils cherchaient des joueurs qui évoluaient dans les meilleures divisions françaises. Voilà, c'est ce qu'on appelle des joueurs de double nationalité, même si moi j'ai pas la nationalité algérienne, mais en tout cas aujourd'hui tu peux jouer dans une sélection si tu as un ascendant, donc un parent ou un grand-parent qui est né sur le territoire. Et le parcours de vie de ma famille a fait que mes parents et mes grands-parents sont nés en Algérie. C'était ce qu'on appelle des pieds noirs, c'est-à-dire ils ont vécu en Algérie alors que c'était des Français. Ils sont allés travailler là-bas. Et ils sont rentrés comme la plupart des pieds noirs au début des années 60. Et si tu veux, rien que le fait que mon père soit né sur le territoire algérien, ça me permettait de prétendre à la sélection. Et du coup, en 2017, le sélectionneur m'a appelé en me disant: est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous pour vivre cette aventure? Et aujourd'hui, c'est un truc que je regrette pas. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir connu avant, parce que c'est vraiment une belle expérience. On a fait des jolis voyages, on découvre le rugby africain avec des gens qui sont passionnés, voilà, dans un contexte complètement différent. Ça permet de remettre un peu les pieds sur terre et de se dire que le rugby se pratique de partout. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. On a l'impression que le rugby, c'est Nouvelle-Zélande, Australie, France, Angleterre, enfin tous ces pays-là quoi, qui participent aux grandes compétitions. Et en fait, le rugby, il est de partout. Et vraiment, l'aventure est chouette. Et voilà, le regret, c'est de ne pas l'avoir su un peu plus tôt, parce qu'ils avaient fait notamment des voyages en Malaisie. Ils étaient partis jouer en Égypte. C'est quand même des contextes assez particuliers d'aller faire du rugby en Égypte. Donc, si tu veux, voilà, j'ai ce petit regret. Le seul regret que je peux avoir dans ma carrière, c'est de ne pas avoir connu la sélection plus tôt. Et toi qui la connais maintenant, justement, là, tu parles du rugby africain, c'est intéressant, j'allais aussi un petit peu en parler. Quelle est la situation finalement du rugby en Algérie? Est-ce qu'il y a des infrastructures qui commencent à se construire? Comment évolue le rugby là-bas? Ce qui est particulier, c'est que ça fait une dizaine d'années que des dirigeants sacrifient leur vie personnelle pour développer le rugby en Algérie. On a beaucoup parlé pendant longtemps des valeurs du rugby. Je crois qu'aujourd'hui, elles ont un vrai sens en Algérie, c'est-à-dire que c'est des valeurs d'éducation, des valeurs de collectif, d'aimer être ensemble, de respect. Et aujourd'hui, le rugby se développe sur le territoire en Algérie. Il y a même des petites filles, des grandes filles qui jouent au rugby, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé quelques années avant. Il y a même un championnat en Algérie. Alors, ça reste aujourd'hui du niveau qui est assez faible, entre guillemets, comparé à ce qui se fait en France. Mais tout ce qui se développe sur place, ils ont même réussi à récupérer un terrain, on va dire un terrain vague sur Alger, qui permettra peut-être plus tard, dans quelques années, de construire un stade qui sera utilisé pour le rugby. On sait que le foot est très passionnel en Algérie, avec notamment, c'est l'équipe qui est les derniers vainqueurs de la CAN. Donc voilà, les gens peuvent se passionner pour leur équipe nationale, et on se rend compte que même quand on joue, les gens nous suivent. Et aujourd'hui, on a envie d'être aussi la fierté des Algériens, de leur faire comprendre que le rugby peut être aussi vecteur de lien social, de permettre à des gens de faire des belles choses ensemble. Et on est un peu, nous, la vitrine quoi, de cette équipe nationale. Donc voilà, ça donne des responsabilités aussi, parce que jusqu'à présent, on a eu des bons résultats, mais plus on va progresser, plus on va arriver dans le dur, puisqu'on va rencontrer des équipes plus compliquées. Donc voilà, l'objectif à court terme, c'est de pouvoir prétendre à une qualification pour 2023 pour la Coupe du Monde en France, ce qui serait vraiment un beau symbole, quoi, une Coupe du Monde en France avec l'équipe d'Algérie. Mais peut-être que 2023, ça sera un peu court, mais il faut imaginer dans le futur. Et j'espère qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ont envie de jouer au rugby, et qu'à terme, on n'aura que des joueurs qui jouent au pays, qui sont sélectionnés pour l'équipe nationale. Alors, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est une aventure passionnante. Et, ouais, et le rugby, finalement, rassemble beaucoup de gens. Et on va dire, c'est ça, la raison première pour laquelle je suis allé au rugby, c'est parce que voilà, c'est cette envie d'être ensemble et de grandir ensemble. Et je crois que aujourd'hui, c'est ce qui sert en Algérie, c'est ce vecteur d'éducation qui permet aux petits-enfants de grandir à travers le rugby. Et c'est aussi pour ces raisons, pour ces valeurs-là que j'imagine que tu en fais depuis autant de temps et depuis 15 ans. Pour revenir un petit peu sur la durée, enfin, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que toi, tu fais partie des gens. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle on dure aussi autant de temps. Parce que tu fais partie des gens qui, en dehors du rugby, ont toujours fait plusieurs choses à la fois. Tu l'as dit, bon, au départ, tu voulais être journaliste. Bon, tu as quand même été rédacteur
après pour un site, tu t'es tenté dans un beau projet aussi, à un Mhm. moment donné, de créer ton média. Est-ce que pour toi, c'est pas aussi ça la clé, c'est-à-dire de pouvoir déconnecter aussi un peu de tes activités rugby pures, tu vois, voir autre chose, voir d'autres passions pour ne pas te dégoûter en fait du rugby, quoi. Ça, c'est évident que moi, mon équilibre, je le trouve dans ce que je fais aussi en dehors du rugby. Il y a ma vie de famille et puis il y a ma deuxième vie professionnelle qui me permet un jour par semaine de penser à complètement autre chose que le rugby, d'avoir des projets, de préparer la suite. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que les jeunes rugbymen sont professionnels vers l'âge de 18-19 ans. Donc forcément, ben, tu peux aller un peu moins loin dans les études. C'est difficile aussi quand tu t'entraînes tous les jours de pouvoir ben, bien bosser à l'université. C'est compliqué. Donc voilà, moi j'essaie d'encourager les jeunes de faire tout ça en même temps, mais aujourd'hui il y a aussi beaucoup d'argent qui est entré dans le rugby, donc les jeunes joueurs se disent ouais, je vais pas entre guillemets je vais pas m'emmerder à faire mes études quand je sais que je peux gagner bien ma vie avec le rugby. Et, euh, et c'est vrai que moi je suis d'une ancienne génération où voilà, quand j'ai commencé le rugby, on avait 7, 8, 9, 10 mecs qui avaient bac+5 dans notre équipe. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Donc, voilà, est-ce que tous ces joueurs-là ont conscience qu'on aura une deuxième vie après le rugby? Ça, je ne sais pas. Donc, il faut, c'est aussi de mon rôle d'ancien, on va dire, de vieux, d'alerter les joueurs en leur disant faites attention, le rugby, c'est bien, c'est éphémère, c'est pas un travail qui est impératif, on va dire, pour la vie économique de notre pays et puis pour votre vie personnelle. Donc, pensez bien à ce que vous allez faire après le rugby et ne négligez pas les à côté. Ça vous permet, voilà, de vous aérer l'esprit et puis surtout de préparer votre suite. Donc, voilà, j'essaie de pousser les jeunes à faire ça, mais évidemment que moi, ça m'a aidé à, voilà, à m'aérer l'esprit, à durer aussi longtemps, et puis à revenir sur le terrain encore plus motivé parce que tu as fait autre chose et que tu as pensé pendant 24 heures à autre chose que ton rugby. Donc voilà, et je vais, pour ma dernière année, je vais continuer à faire plein de choses en dehors du rugby parce que c'est l'équilibre, quoi. Voilà. Et finalement, moi, tu vois, j'allais te poser la question. Bon, entre parenthèses, t'es pas vieux, je pense, mais bon, Pour le rugby, en tout cas, je suis vieux. Pour ouais, le rugby, ça pour le commence à. rugby. Euh, mais en tout cas, bon, tu as un peu répondu à ma question, mais j'allais, tu vois, te demander pour toi, ben, quand tu as commencé par rapport à maintenant, qu'est-ce qui a changé pour toi majoritairement dans le rugby? Je pense qu'il y a cet aspect-là que tu viens de me dire. Je pense aussi, dis-moi si je me trompe, mais que les réseaux sociaux ont aussi un petit peu bouleversé ben, le rugby, le sport en général. Euh, pour toi, c'est quoi vraiment le plus gros changement qu'il y a eu? Le plus gros changement, c'est que, oui, oui, il y a cette histoire de réseaux sociaux, mais moi, même moi qui suis un vieux joueur, j'utilise ces réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à faire des joueurs vedettes dans le rugby. Je crois qu'on est le sport collectif par essence, c'est-à-dire il n'y a pas plus collectif que le rugby, quoi. Je crois que, voilà, aujourd'hui, tu regardes un match de foot, un seul joueur peut faire gagner le match. En rugby, c'est un petit peu moins vrai. Donc, et voilà, et le fait de détacher de temps en temps des joueurs comme ça d'un collectif, je pense que ça a abîmé un peu notre, on va dire, nos valeurs. Alors, c'est derrière ce mot-là, on met beaucoup de choses, mais pour moi, les valeurs, c'est que le collectif est toujours plus fort, quoi. Voilà, et on a tendance un petit peu à le perdre aujourd'hui parce qu'on met en avant des joueurs. On veut toujours systématiquement élire le joueur du match, comme ça se fait dans d'autres sports, mais dans le rugby, chacun fait le travail au service du collectif. Et voilà, il y a plein de choses. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu moins d'échanges, il y a un peu moins on va dire, de franchise. Voilà, c'est-à-dire que certains joueurs, pour défendre leur contrat, pour défendre la durée de leur carrière, sont prêts, voilà, quelquefois pas dire les vérités. Hmm. À mon début, si tu veux, on se disait les choses entre quatre yeux, ça se réglait, et puis on passe à autre chose. Ça n'empêchait pas d'avoir du respect sur le terrain. Mais aujourd'hui, il y a des choses un peu plus. Mais j'ai envie de dire, globalement, c'est le reflet un peu de la société. C'est-à-dire que pour réussir toi-même, parfois, tu as besoin d'enfoncer un peu les autres. Et moi, c'est pas ma conception. Voilà. Et je crois que la force de l'être humain, c'est de prendre la richesse dans les autres, que ce soit dans une équipe de sport ou dans la vie de tous les jours, dans la vie en entreprise ou dans la vie en communauté. Donc il faut aller chercher ces différences chez les autres et ne pas les juger, les accepter et faire en sorte que tout se passe du mieux possible. Et aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu le constat du rugby qui a évolué. Mais on a tendance à rapidement juger les gens sans forcément comprendre pourquoi ils sont comme ça et pas vouloir forcément les changer. Et justement, je pense que la réponse se trouve aussi pas mal ben, justement dans les réseaux sociaux, tu vois, aussi bien dans l'aspect critique que aussi sur une autre raison, c'est que les joueurs aujourd'hui, ben, ils se doivent quasiment de communiquer. On a bon, de plus en plus sur
des sports majeurs et ultra médiatisés, des joueurs ultra médiatisés. Limite, maintenant, on a l'impression que même si le joueur il n'aime pas les réseaux sociaux, il va falloir qu'il ait 5 gars autour de lui qui communiquent à fond parce que ça fait des likes, etc. C'est ce qui fait qu'après, tu as un gars qui a 1 million d'abonnés sur les réseaux, un autre qui en a 300 000. Donc, tu vois, il y a une genre d'individualisation, j'ai l'impression, des joueurs qui individuellement vont apporter quelque chose parce qu'ils apportent un truc financièrement lié aux réseaux sociaux. Euh, Toi, comment tu vois ça, tu vois, le côté où aujourd'hui on a l'impression qu'un sportif il est obligé de communiquer pour des à côté du sport, tu vois. Bah, Euh, suivant les sports, c'est vrai que alors, le rugby, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais dans les autres sports, c'est vrai que tous les réseaux sociaux des sportifs sont gérés par des gens qui font spécifiquement ça, c'est-à-dire que c'est plus les joueurs eux-mêmes qui s'en occupent. Dans le rugby, je pense qu'on a encore des joueurs qui gèrent eux-mêmes leurs réseaux sociaux, même si ça a tendance à changer. Donc, si tu veux, moi, si je me suis mis sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour assumer ma façon de penser, de donner mon avis. Alors, forcément, j'ai pas que des amis, mais quand on voit aujourd'hui les politiques, quand on voit les gens connus, quand on voit, voilà, ils en prennent plein les dents comme moi. Donc, mais l'avantage, si tu veux, d'être présent sur les réseaux, c'est que je pense que ça peut m'ouvrir à un moment donné les portes des médias. Et c'est ce que moi j'ai toujours voulu dans ma vie, c'est travailler dans les médias autour du sport. Donc, j'abandonnerai pas cette idée-là. Personne n'a géré mes réseaux sociaux. Personne ne m'a jamais dit ce que je devais dire sur les réseaux sociaux. Et si tu veux, je me sens un peu libre, tu vois, un peu quelqu'un sans contrainte, un peu le Eric Cantona du 21e siècle. Alors, a une dimension Pas moins physique. importante, ouais, une dimension moins importante. Mais si tu veux, Cantona, quand il avait quelque chose à dire à quelqu'un, il le disait clairement, sans y aller par quatre chemins, même quand il avait eu des problèmes avec Bernard Tapie, il s'était pas gêné pour lui dire. Donc, si tu veux, moi, j'ai cette franchise qui me caractérise, qui m'a causé pas mal de tort, mais qui, je pense, me servira toute ma vie parce que je pense qu'il vaut mieux être franc et faire avancer les choses que d'essayer d'arrondir les angles et de pas être tout à fait honnête. C'est ma vision du monde et c'est ma vision du sport aujourd'hui. Justement, tu parles des médias. Moi, j'aimerais savoir déjà quelle est ta relation, tu vois, avec les médias, parce que tu l'as dit, tu as un tempérament où tu aimes dire finalement, t'aimes dire ce que tu as envie de dire. Et finalement, on voit qu'il y a une évolution. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut plus dire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Comment tu vois l'évolution des médias, justement? Moi, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, quand tu regardes les conférences de presse ou les interviews d'après-match, tout est lisse, voilà, c'est à peu préparé. Tu regardes une interview après un match de foot, voilà, l'important c'est d'avoir pris les 3 points, etc. Enfin, tout est à peu près dit de la même façon. Et je pense que moi, ce qui a fonctionné aussi avec les médias, c'est que j'ai cette liberté de parole et que, on va dire, je suis un bon client pour les médias. Tu peux reprendre toutes les interviews d'après-match que j'ai fait, que ce soit à Grenoble ou en conférence de presse à Béziers. Enfin, voilà, j'ai toujours dit ce que je pensais. Alors évidemment, ça n'a pas plu à certains de mes coéquipiers, ça je peux le concevoir. Mais je crois jamais avoir menti, c'est-à-dire je pense avoir dit les vérités. Alors des fois, c'est dur à entendre la vérité, mais mon but, ça a toujours été de défendre le collectif et surtout de pouvoir faire avancer les choses, que mon équipe soit meilleure, qu'on corrige les erreurs qu'on ait pu faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias, c'est quelque chose à gérer dans une carrière de sportif, c'est pas toujours évident. Voilà, mais voilà, ça fait partie du monde moderne. Et le problème aussi des réseaux sociaux, c'est que c'est souvent les gens qui sont mécontents qui donnent leur avis. Les gens qui sont tout à fait d'accord avec toi, ils ne le disent pas. Donc c'est vrai qu'on entend souvent les gens qui ne sont pas d'accord. Bon voilà, ça fait partie aussi du truc. Il faut le maîtriser. Il faut être quand même fort dans sa tête parce que des fois, il y a des gens qui sont pas très sympathiques. Mais bon voilà, moi je pense avoir les épaules pour ça. Et puis c'est la fin aussi pour moi. Donc si tu veux, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais on verra comment ce sport va évoluer. Il faut faire attention quand même à cette partie média parce que je te dis, les discours sont devenus de plus en plus, voilà, c'est tous les mêmes quoi. Tu fais des copier-coller de n'importe quel match, c'est toujours le même discours d'après-match. Donc, je trouve ça un peu ennuyeux quoi. Voilà, c'est mon avis. Et est-ce que d'après toi aussi, justement, c'est pas ta franchise, parce que tu l'as dit, toi, t'aimes bien parler à homme, regarder droit dans les yeux les personnes. Est-ce que c'est pas justement ce tempérament que tu as qui fait que finalement, c'est la raison majeure qui fait qu'aujourd'hui, tu es capitaine, tu vois? Ouais, alors le Et- Capitana va peut-être se renégocier cette année parce que Enfin, en tout cas, tu l'as été, c'est pas ouais, forcément. je l'ai été. C'est vrai que j'étais dans les deux clubs dans lesquels j'ai joué, mais c'est vrai que si tu veux, on m'a souvent dit que ce qui avait fait la différence par rapport, parce que si tu veux, je pense pas avoir des qualités physiques surnaturelles au-delà de la norme comme on peut l'avoir. Des fois, voilà,
Dans le rugby, tu as un joueur qui arrive, c'est un monstre physique, tu sais qu'il va réussir parce qu'il va vite, parce qu'il est costaud, parce qu'il est intelligent. Et moi, j'ai pas ces qualités physiques de base, si tu veux. Donc, il y a eu beaucoup de travail, et puis c'est beaucoup mon caractère, si tu veux. Donc, cette franchise, ce caractère, cette remise en question, je pense que c'est ce qui m'a permis d'avancer. Mais c'est des choses qu'on m'a reproché à un moment donné, c'est-à-dire, c'est grâce à ça que je suis devenu professionnel, c'est grâce à ça que j'ai amené mon club de la Fédérale 1 au top 14. Mais c'est aussi à cause de ça que je me suis fâché du côté de Grenoble parce que j'ai dit aux gens ce que j'en pensais et que ça leur a pas plu. Donc voilà, maintenant, moi je suis droit dans mes bottes, j'ai aucun souci par rapport à ça, mais je t'avoue que ça m'a aussi joué des tours. Après, voilà, c'est mon éducation, ma façon de faire. Voilà. On m'a toujours appris à dire la vérité parce que c'était, même si c'est avec sur le moment, je pense que ça permet à certains gens de réfléchir et de se dire finalement, j'ai pas tout à fait tort. Donc voilà, mais je suis comme ça et je pense que ça sera dur de me changer et voilà, donc surtout, j'ai pas envie de changer quoi. Mm. Et avec ton recul aussi de ta carrière, tu vois, le rôle de capitaine, moi j'ai envie de savoir, parce que finalement ce rôle s'applique en entreprise aussi, sur des gens qui vont peut-être avoir cette capacité aussi à unir un groupe et en même temps à donner des, entre guillemets, directives. Bon, tu ne donnes pas forcément de directives quand tu es capitaine d'ailleurs, mais pour toi, moi j'ai envie de savoir, pour toi c'est quoi un bon capitaine? Tu vois, je vais pas dire le capitaine parfait parce que ça n'existe pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon capitaine pour toi dans un groupe? Moi, je suis plutôt adepte du management par l'exemple, c'est-à-dire que si toi, tu es irréprochable, forcément, les gens qui t'entourent seront irréprochables. Donc, si tu veux, c'est surtout essayer d'être le meilleur sur le terrain chaque week-end, voilà, déjà par rapport à tes performances, par rapport à ta remise en question, par rapport à ton investissement. Si déjà là-dessus, tu es nickel, bah forcément, les gens qui. Parce qu'en fait, quand tu es capitaine, tu es le joueur le plus observé dans un groupe, que ce soit par les supporters, par tes coéquipiers, par le staff. Donc si ton comportement est nickel, eh ben, les gens ont envie de refaire la même chose que toi en se disant bon ben voilà, s'il fait comme ça, c'est que c'est comme ça que ça doit marcher. Et après, je pense que mon capitaine, c'est celui qui arrive à amener son groupe au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. C'est-à-dire, des fois, tu penses que c'est pas possible, et puis en fait, tu te rends compte que parce que ton collectif est fort, tu arrives à aller chercher des choses au-delà de ce que tu avais imaginé. Et je crois que un bon capitaine, c'est ça, c'est-à-dire être capable de mobiliser ton groupe et de, quand il a réussi une belle performance, de dire ah ouais, on pensait pas que c'était possible, mais finalement on a réussi à le faire. Et voilà, et je pense que dans le monde de l'entreprise, ça sera pareil. Je pense que ça me servira aussi d'être capable de dire aux gens, tu penses que tu n'en es pas capable, mais si on travaille tous ensemble, on va finir par y arriver. Et voilà, et je crois en ces valeurs-là et j'ai envie de pouvoir les appliquer rapidement dans le monde de l'entreprise parce que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Et tu vois, tu l'as dit, aussi le rugby a des fortes connotations, bon, il y a un côté aussi viking, guerrier, tu vois, il y a des valeurs qui sont vraiment imprégnées, je pense, dans ce sport. Est-ce que tu penses que un capitaine dans le rugby, vu que tu es ouvert aussi à d'autres sports, il y a certaines spécificités peut-être dans le capitanat que peut-être que tu retrouves pas forcément dans d'autres sports, tu vois, des trucs en plus que tu dois avoir? Ben, en fait, je me suis rendu compte parce que à Grenoble, je l'étais par bribes sur une demi-saison en Pro D2, puis sur quelques matchs de top 14 quand les capitaines désignés n'étaient pas là. Mais c'est vrai que c'est à Béziers où j'ai vraiment endossé ce rôle pour quasiment 3 saisons, enfin 2 saisons et demie complètes, quoi. Donc, si tu veux, et en fait, dans l'imaginaire des gens, le capitaine, c'est la référence, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de différent, forcément. C'est forcément quelqu'un de différent des autres. Alors que moi, si tu veux, capitaine, je me suis pas considéré comme différent des autres. C'est celui qu'on met en avant, c'est celui aussi malheureusement sur lequel on tire quand ça fonctionne pas. Donc, en fait, dans l'imaginaire des gens, c'est quelqu'un qui a d'énormes responsabilités, mais c'est quelqu'un qui est vénéré, qui est respecté. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte parce que les gens, à chaque fois qu'ils te parlent, ils te disent comment ça va, capitaine, quoi. Ils te disent pas comment ça va, John. Et si tu veux, Ok. c'est ce décalage-là, moi, qui m'a surpris parce que je n'avais pas l'impression que les choses avaient changé pour moi, mais pour les gens de l'extérieur, pour les gens du groupe, ça change beaucoup de choses. Donc, Ouais, une petite voilà. hiérarchie en fait. Ouais, c'est difficile à expliquer. Mais si tu veux, tant que tu l'as pas vécu, tu te rends pas compte des responsabilités que tu as sur les épaules vis-à-vis de ton groupe, vis-à-vis de ton club, vis-à-vis de ta ville, parce que tu es capitaine d'un club, mais un club qui représente une ville. Donc, ça a une énorme importance, mais les saisons sont fatigantes quand même parce que tu dois assumer pas mal de responsabilités. Et on va dire qu'une saison de capitaine, ça compte comme 2 saisons de joueur normal. Donc voilà, ça arrive en fin de carrière. C'est vrai que ça a été des saisons épuisantes, mais quand tu arrives au résultat que tu voulais, c'est vrai que c'est génial, quoi. Voilà, évidemment. Et pour parler donc de ton après-carrière, vu que tu parles de Capitana et que tu as toujours, enfin, très souvent eu ce rôle-là, assez naturellement, on a envie de se dire que peut-être avec entre guillemets le leadership que tu as et tout,
tu aurais envie de te tenter aussi, parce que tu parles beaucoup d'entrepreneuriat, mais te tenter peut-être dans le coaching. Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'intéresse, par exemple, tu vois? Ouais, après, moi, j'ai pas réfléchi là-dedans, mais c'est vrai que je suis plutôt entrepreneur, c'est-à-dire que je préfère maîtriser ce que moi je fais, avoir mes idées, aller au bout de mes idées. Après, je sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que je tomberai sur quelqu'un, un chef d'entreprise, qui voudra travailler avec moi et qui sera tout à fait d'accord avec ce que je vais lui dire. Donc, mais si tu veux, ce côté franc dont on a beaucoup parlé, j'espère qu'il ne jouera pas des tours d'entreprise, que je serai capable à un moment donné voilà, de voir qu'il n'y a pas que de la critique qui est émise, c'est plutôt on va dire, d'essayer de me faire avancer. Maintenant, comme tu le sais, ça fait quelques années que je suis dans l'enseignement, dans la transmission. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important en tant que sportif et en tant qu'être humain, d'être dans la transmission vis-à-vis des autres, des plus jeunes générations. Je trouve que c'est hyper enrichissant pour soi parce qu'on se remet en question. Et je trouve que c'est bien quoi, de dire, voilà, de génération en génération, on se transmet la connaissance, on se transmet le savoir. Et c'est pas une question d'âge, c'est-à-dire que tu peux apprendre d'une personne qui a 15-16 ans, comme tu peux apprendre d'une personne qui a 90 ans. Et moi, ça m'a aussi permis d'ouvrir un peu mon esprit grâce à ce que je fais depuis 3-4 ans. Mais c'est pour ça que tu vois, spontanément, vu que je t'ai jamais forcément entendu parler de coaching, j'en parle parce que bah, la transmission, ce que tu sais, entre guillemets, depuis 15 ans, en dehors de l'enseignement qui a été lié Mmh. au sport, mais c'est pour ça que je me suis dit, ça paraît tellement évident aussi qu'il va vouloir se pencher là-dessus. Je sais aussi que tu aimes bien transmettre à des clubs aux alentours, des petits clubs, etc., que je me disais que ça pouvait être aussi une éventualité bah, qui était possible pour toi, tu vois. Bah, si c'est uniquement du coaching, on va dire, dans le monde du rugby, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrêtent leur carrière chaque année. Il y en a beaucoup qui veulent passer de l'autre côté et devenir entraîneur. Donc, il n'y a pas la place pour tout le monde. Et aujourd'hui, tu sais comme moi que quand tu deviens entraîneur d'un club, quand ton club n'a pas de résultat, c'est toi le premier à te faire couper la tête. Donc, c'est des métiers qui sont très précaires. Et est-ce que j'ai envie de faire ça? C'est-à-dire que du jour au lendemain, tout peut être remis en cause parce que ton discours est mal passé ou parce que ton équipe va pas bien tourner. Voilà, quand tu vois les changements d'entraîneur qu'il y a dans le milieu du foot, là, tu dis, ah oui, ils ont des salaires confortables, sauf que du jour au lendemain, ça peut être terminé pour eux. Donc voilà, après, ça peut être du coaching en entreprise, c'est-à-dire transmettre mon expérience de sportif, de capitaine dans un sport collectif au monde de l'entreprise. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment, hein, c'est transmettre les valeurs, notamment du rugby, au monde de l'entreprise. Et je crois qu'il y a pas mal de choses à faire là-dedans. Ça me permettra d'apprendre sur le monde de l'entreprise et ça permet peut-être à l'entreprise d'apprendre sur le monde du sport. Voilà. Donc maintenant, il me reste encore cette année. Alors c'est particulier parce qu'il me reste une année. J'ai envie d'en profiter au maximum de jouer, mais je suis toujours projeté dans ce qui se passera dans un an. Et là, c'est vrai que j'ai eu une année complète pour réfléchir à ce que j'ai envie de faire vraiment et avoir les bonnes opportunités parce que tant que tu es joueur, les gens te reconnaissent, les gens te proposent plein de choses. Mais le jour où tu as remisé les crampons au placard, c'est un peu plus difficile. Donc, je compte profiter de ma dernière année pour être sûr dans un an de savoir ce que je vais faire après le rugby. Bon, écoute, le média s'appelle All About Sport et tu sais, j'essaie de mettre en avant donc, tous les acteurs du sport, qu'ils soient Mhm. médiatisés ou non. Toi, si tu devais dire merci à une personne dans le milieu du sport qui peut-être t'a permis, je sais pas, qui t'a formé, qui t'a apporté beaucoup de choses, qui t'a permis de devenir professionnel, qui a été un élément peut-être fondateur dans ta carrière, tu dirais à qui? En fait, si tu veux, il y aurait beaucoup de gens à remercier, mais pour moi, les éléments indispensables à ma réussite, c'est, je pense, mes deux premiers éducateurs que j'avais du côté de Romans quand j'ai commencé le rugby. Parce que à l'époque, eux, ils étaient complètement détachés de la performance. C'est-à-dire que quand ils nous regardaient en tournoi, ils s'en foutaient qu'on gagne, qu'on termine dernier, qu'on soit pas bon. Eux, ce qui leur faisait plaisir, c'était qu'on soit ensemble, qu'on ait envie d'être ensemble. Et c'est eux qui ont construit, si tu veux, ma vision du rugby et la force que peut procurer le collectif. Et voilà, donc ils s'appellent Jean-Louis Nougaret et Jean-Paul Chatin, c'était mes deux premiers éducateurs que je vois assez régulièrement parce qu'ils continuent à suivre le rugby, ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants qui jouent au rugby. Et je pense que sans ces deux gens-là, le rugby ne serait pas resté dans ma vie. C'est-à-dire que si j'étais tombé sur des éducateurs qui ne m'avaient pas accroché avec le rugby, j'aurais pas fait tout ça. Donc je crois que l'importance des éducateurs dans le sport, parce que là on parle bien d'éducation, on parle pas d'entraîneur, si tu veux. Hmm. Ici, pour moi, le mot, il est quand même très important. C'est important. En fait, si tu veux, l'éducateur, il poursuit ton éducation familiale à travers ta discipline sportive. Et eux, c'est ce qu'ils ont continué à faire, c'est-à-dire qu'on était respectueux, c'est qu'on était caractériel, mais qu'on était content d'être ensemble, on était content de partir en tournoi, on était heureux d'être avec eux, on était heureux d'être ensemble. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'aime encore le rugby, après bientôt 38 ans l'année prochaine, et que j'y suis encore. Sinon, je pense que je me serais lassé plus vite que tout ça.
Bon, écoute, merci beaucoup, John, hein. Je te souhaite une belle dernière saison et une belle reconversion aussi d'après-carrière, même si je suis pas inquiet. Merci beaucoup et puis à bientôt. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que d'échanger avec un rugbyman professionnel vous a plu, qu'il nous parle un petit peu des réseaux sociaux, de management, on a parlé de pas mal de choses. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour qu'on débriefe un petit peu de cette interview, je répondrai à tous les commentaires. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, vous verrez la prochaine interview très prochainement. Ciao ciao.